Et on se dit, si je pense à l'exemple de l'adultère, c'est typiquement partir avec l'idée que tous les hommes trompent leurs femmes. Oui, S'il y a suspicion, c'est forcément vrai. Ben non. c'est rassurant, Chantal. Tu nous redonnes de l'espoir. Dans les films de policiers, on voit souvent le fameux tableau, le fameux paperboard avec des flèches dans tous les sens. Mais c'est vrai, ça nous aide. Ah bah nous, là, il n'y aura pas de truc marrant, là. Bonjour et bienvenue au Cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la pensée critique, cette faculté si essentielle dans un monde où l'information est omniprésente et parfois trompeuse. Je suis ravie de vous présenter l'invitée du jour, Chantal Engel, fondatrice de l'agence La Clé Conseil et Investigation, qui a embrassé avec passion le métier de détective privé. Après une carrière d'ailleurs assez diversifiée en entreprise. Chantal, merci beaucoup pour ta venue, pour partager aussi ton expertise unique sur la pensée critique, qui est pour nous un pilier fondamental, notamment dans le domaine de l'investigation. Je te laisse la parole, Chantal, pour te présenter à nos auditeurs. Merci Noémie, merci de m'accueillir déjà. Alors donc, Chantal Engel, je suis effectivement détective privé. Le terme consacré étant agent de recherche privé. Mais personne ne comprend si je dis agent de recherche privé. Donc, détective privé depuis 2 ans. J'ai monté mon agence. En fait, je suis retournée à l'école il y a 3 ans maintenant. Et j'en suis sortie diplômée en fin d'année. Et j'ai tout de suite démarré mon activité. Voilà. Génial. Alors, moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai été passionnée par les histoires de détectives, donc c'est un peu un rêve de petite fille. Et puis, quand j'ai travaillé à mon orientation, enfin, quand j'ai réfléchi à mon orientation, quand j'étais toute jeune, j'envisageais de devenir journaliste d'investigation. Et évidemment, mes parents trouvaient que ni détective, ni journaliste d'investigation n'étaient des métiers sérieux. Donc, je me suis orientée vers une école de commerce. Donc, un parcours assez classique. Mais c'est vrai que dans toutes mes fonctions, quand je réfléchis un peu à mon parcours, il y a toujours eu une part d'investigation, plus ou moins importante d'ailleurs. Donc moi, j'ai commencé dans le marketing. Quand j'étais dans le marketing, je faisais beaucoup de veille concurrentielle. Et puis, il se trouve que j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des imprimantes, et donc des cartouches d'imprimantes, où il y a beaucoup de problèmes de contrefaçon. Et donc, je m'amusais à traquer, à remonter les filières de contrefaçon. Donc déjà, dans ce rôle-là, je faisais de l'investigation. Alors, les hasards de la vie m'ont amenée vers les ressources humaines par la suite. Je suis une ancienne DRH. Et puis, en 2012, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Donc, j'avais fait du marketing, j'avais fait des RH. J'ai fait du marketing RH. Et je me suis installée comme experte en marque employeur. Donc, j'aidais les entreprises à travailler leur attractivité. Et même dans ce métier-là, en fait, j'ai fait beaucoup d'investigations parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est gratter un peu le vernis, la surface, la vitrine et voir ce qui se passe derrière la vitrine. Donc, je faisais beaucoup d'audits d'entreprises sur la marque employeur, bien sûr. Et puis, arrive 2021 avec questionnement profond sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'avais surtout envie d'un métier plus concret, parce que ça reste un peu conceptuel, la marque employeur, concret, utile, et puis où l'investigation prenait une place prépondérante. Et c'est là que j'ai repensé de manière assez nette à mon rêve de petite fille. J'ai vu qu'il y avait une école de détective à Paris. J'ai passé les épreuves d'admission, et puis je suis retournée à l'école pendant une année scolaire. Voilà, j'en suis sortie diplômée fin 2022 et voilà, depuis fin 2022, j'exerce mon nouveau métier. Génial, merci, c'est hyper intéressant comme parcours et pas commun pour le coup. Est-ce que toi, Chantal, tu peux nous expliquer un petit peu les soft skills qui sont incontournables dans ton métier de détective? Alors il y en a plein, c'est bien sûr l'une des toutes premières questions que je me suis posée quand j'ai été sollicitée pour ce podcast. Et alors il y en a plein qui viennent très spontanément et auxquels tout le monde va penser. C'est par exemple la curiosité, il faut quand même avoir un minimum de curiosité, le sens de l'observation certainement, l'adaptabilité, l'intuition, la détermination, la patience aussi. Donc, il y en a plein, en fait. Mais en y réfléchissant un peu mieux, je me suis dit, il y en a une qui me paraît fondamentale, et c'est la pensée critique, évidemment,
parce qu'en fait, elle correspond complètement à la démarche intellectuelle que va avoir un détective quand il aborde une enquête. Ah oui. Voilà. Alors, juste un petit aparté sur l'intuition quand même, parce que c'est assez amusant quand je dis que je suis détective. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, c'est génial, j'aurais pu être détective parce que j'ai plein d'intuition ». Alors, avoir de l'intuition, c'est bien, mais attention, notre intuition, elle nous joue des tours, elle peut nous mener sur de fausses pistes et voire dans le mur. Donc, pour un détective, c'est très important, justement, d'aller au-delà de son intuition et de rester dans une approche un peu méthodique, rationnelle, logique, pour traiter l'information. Et c'est ça, on traite de l'information dans mon métier. Voilà. Et comment, toi, tu définis concrètement la pensée critique ? Alors, comment je définis la pensée critique ? J'ai parlé d'une démarche, donc d'une démarche, voire d'un processus. Ouais. Donc, pour moi, c'est une démarche de doute, déjà, de doute raisonnable, bien sûr, et puis d'analyse critique. Donc, on va chercher des informations, on va les analyser, on va les traiter pour arriver à une conclusion qui est basée sur des faits. Donc, dans une situation donnée, on va s'intéresser à tous les intérêts en présence pour finalement se forger alors un jugement ou en tout cas un avis éclairé sur la situation. Et donc je dirais que c'est une méthode de résolution de problèmes qui est basée beaucoup sur le questionnement et puis sur l'analyse logique et surtout sur le dépassement de ses intuitions initiales et de ses biais de raisonnement, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Et donc dans ton métier, pourquoi elle est si importante, cette pensée critique ? Alors, je dirais qu'elle est importante pour tout le monde, déjà pour commencer. Dans le monde d'aujourd'hui, je pense que tu l'as dit en introduction, on est abreuvé d'informations de toutes sortes, des informations contradictoires, voire des fake news, et on est souvent obligé de prendre une décision sans avoir tous les tenants et aboutissants. Donc la pensée critique, pour moi, c'est une manière de réfléchir de manière critique et logique, et c'est important pour tout le monde, parce que tout le monde doit prendre des décisions dans sa vie. Alors, pour un détective, c'est particulièrement important parce que nous, notre métier, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est traiter de l'information, arriver à des conclusions avec un impact qui est potentiellement très, très concret pour les personnes sur lesquelles on enquête. Si on fait un rapport sur une personne et qu'on prouve quelque chose, ça peut avoir des impacts assez importants. Donc, pour nous, respecter ce doute raisonnable en permanence, d'être dans une démarche très, très logique de recherche de faits et ne pas s'appuyer uniquement sur son intuition, c'est particulièrement important. Du coup, j'ai peut-être juste envie d'en profiter pour parler un peu de mon métier, parce que c'est quand même un métier un peu méconnu. Alors, il est défini par le Code de la sécurité intérieure. Il y a un article de loi qui dit que c'est une profession libérale qui consiste pour une personne, même sans faire état de sa nature, de sa fonction, ni révéler l'objet de sa mission, de rechercher des renseignements et informations pour les donner à un tiers en vue de la défense de ses intérêts. Donc les mots importants pour le cas aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est recueillir de l'information et du renseignement pour défendre les intérêts. Donc déjà, ça, c'est important. On est là pour défendre les intérêts, en général, d'une personne. Je dirais qu'il y a 3 types de missions pour un détective. Il y a celle que j'appelle à caractère préventif. Donc là, on va surtout chercher de l'information et du renseignement pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et en exemple, je citerai, on veut s'associer avec un partenaire, on veut connaître un peu le pédigré. Donc, on peut mener une enquête d'intégrité ou de moralité sur ce partenaire. On peut faire ce qu'on appelle une due diligence dans une optique de fusion-acquisition d'entreprise. Ou encore plus simplement, on peut faire des recherches sur un candidat à un poste. Alors, je précise, pour un poste très, très sensible, évidemment. On ne va pas le faire pour tous les recrutements. De savoir qui est cette personne. Est-ce qu'elle est digne de confiance ? Donc, aspect préventif. L'aspect défensif, on va chercher des preuves. On va chercher des preuves par rapport... un client va nous raconter une histoire. Il a des soupçons sur une situation qui lui pose potentiellement préjudice. Et il a besoin de preuves pour prouver ce préjudice. Donc là, on va se situer dans l'aspect
défensif de notre activité. Les exemples, c'est par exemple de prouver une concurrence déloyale, alors soit d'un concurrent sur le marché, soit d'un ancien salarié qui est lié par une clause de non-concurrence qu'il ne respecte pas, a priori. Ça peut être de la recherche de débiteurs, un débiteur qui a disparu dans la nature, qui ne paye pas ses dettes. Ça peut être prouver un abus de confiance, enfin, etc. etc. Et puis, il y a un troisième type d'intervention. Et là, on est amené... Alors, elle ne concerne pas tous les détectives, je dirais, mais on est parfois amené à apporter un éclairage sur une situation dans une entreprise. Donc, c'est par exemple le cas des enquêtes internes. Alors, une enquête interne, c'est quoi ? Une alerte remonte dans une entreprise pour des suspicions de harcèlement sexuel, moral, discrimination. L'entreprise mène une enquête. Alors, elle peut le faire elle-même, mais elle peut choisir un prestataire externe. Et là, il m'arrive d'intervenir assez régulièrement, d'ailleurs. Donc, c'est un pan de mon activité assez important pour éclaircir cette situation et dire est-ce que effectivement il y a discrimination, il y a harcèlement ou pas. Voilà. Très bien. Et alors, comment la pensée critique intervient dans tes différents champs, comme mener des enquêtes, voilà, tout ce que tu nous as expliqué ici. Comment tu utilises cette pensée critique, toi ? Alors, en fait, je l'utilise en permanence. C'est assez amusant parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. Mais en réalité, quand j'ai commencé à réfléchir à la pensée critique, je me dis c'est le fil conducteur de notre activité. Et si on prend... Alors, je vais te donner 3 exemples de missions qui n'ont rien à voir. Premier type de mission, on va tenter de prouver un adultère, par exemple, le grand classique. D'accord ? Après, il y a prouver la concurrence déloyale du salarié qui est lié par la clause de non-concurrence. Et puis, il y a par exemple les enquêtes internes. Donc, ce sont 3 types de missions qui n'ont absolument rien à voir. En revanche, la démarche en tant que détective est strictement identique. C'est ça qui est intéressant. Quel que soit le cas, on va fonctionner de la même manière. Donc, dans une enquête, il y a pour moi 6 grandes étapes. La première, c'est l'analyse de la demande. Ensuite, c'est la stratégie. Je vais y revenir à tout ça. L'analyse de la demande que nous fait le client, la stratégie de recherche, l'analyse des informations, les conclusions, l'écriture du rapport. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle la phase d'autorégulation, qui est importante dans la pensée critique, qu'on essaye d'utiliser en permanence, mais qu'on fait particulièrement jouer une fois qu'on a écrit notre rapport pour vérifier qu'il est correct. Donc, si je reviens sur la toute première étape, ma réponse va être un peu longue. Mais c'est vraiment... intéressant que tu détailles ce process, parce que c'est une démarche encadrée, il faut le savoir. Oui, tout à fait. Donc dans la toute première étape, on a quelqu'un en face de nous qui nous raconte son histoire. Et la toute première chose qu'on va faire, j'ai parlé de doute raisonnable tout à l'heure, eh bien, on va se poser la question, qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Quelles sont ses intentions ? Est-ce qu'elle me dit tout ou pas ? D'accord ? Et il faut savoir qu'on a beaucoup, on a des demandes un peu fantaisistes parfois. Or, nous, on doit agir dans un cadre juridique bien précis. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a un détecteur. On met en route le détecteur dès le début. Ça, c'est une pensée critique. Donc, qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Quelles sont ses intentions ? Est-ce que sa demande est légitime ? D'accord ? Est-ce qu'on peut agir, en fait ? Donc ça, c'est la toute première chose. Une fois qu'on a validé, on va se poser la question, OK, dans quel domaine on se place ? Qu'est-ce qu'on veut prouver ? Quel est le domaine de droit dans lequel on se place ? Je précise qu'on a fait beaucoup de droit à l'école de détective et que la jurisprudence, par exemple, c'est notre quotidien. D'accord. Donc, on se pose la question... C'est quoi la problématique qui nous est soumise ? Dans quel domaine de droit on se place ? Est-ce qu'on est dans du droit familial ? Est-ce qu'on est dans du droit social ? Est-ce qu'on est dans du droit commercial, du droit des affaires, du droit immobilier, etc. Et dans ce domaine de droit, quels sont les textes qui s'appliquent ? Donc, alors c'est intéressant parce qu'à l'école, on a une sorte de logigramme qui nous accompagne à décortiquer en fait toute cette démarche face à un client. Donc, le domaine de droit, les lois applicables. Est-ce qu'il y a une procédure en cours ou pas ? Quelle est la jurisprudence applicable ? Et donc,
quel va être le cadre juridique dans lequel on intervient. Alors le cadre juridique, juste pour que ça soit clair, parce que ça reste peut-être un peu conceptuel, je reprends l'exemple de l'adultère. On doit prouver un adultère. Le cadre juridique, c'est le mariage. On est dans un cadre de mariage, et dans le mariage, n'en déplaise à certains, il y a des obligations entre époux, notamment l'obligation de fidélité. D'accord ? Donc il y a un article de loi qui dit, quand on est marié, on se doit respectivement la fidélité. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vient nous voir pour qu'on prouve la tromperie de son conjoint, on a un cadre juridique, un article de loi qui nous permet d'agir. Contrairement à quelqu'un vient nous voir et veut qu'on suive sa petite amie. Oui. Il n'est pas marié, il n'y a pas de cadre juridique. D'accord ? Donc voilà. Dans une enquête interne, le cadre juridique, c'est l'obligation de sécurité qu'a l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Okay ? Et la jurisprudence, elle dit, en cas d'alerte pour harcèlement, l'entreprise doit mener une enquête interne. Donc voilà les toutes premières réflexions déjà qu'on se fait quand on nous soumet un cas. Ensuite, on arrive à la stratégie de recherche. On sait ce qu'on veut prouver, on sait ce qu'on doit chercher, comment on va s'y prendre. Et là encore, il y a plein de manières de s'y prendre. Il y a ce qu'on imagine immédiatement, le surveillance filature. Il y a plein d'autres choses qu'on fait. On fait des enquêtes de voisinage, on fait des recherches dans les bases de données, on fait des recherches, ce qu'on appelle OSINT, Open Source Intelligence. Okay. On fait plein de choses, en fait. Donc, par rapport au cas qu'on nous soumet, donc là encore, l'algorithme, qu'est-ce que je cherche à prouver ? Qu'est-ce qui est recevable en justice comme preuve ? Comment je vais m'y prendre ? Donc, c'est extrêmement rationnel, en fait. Et s'il y a des surveillances filatures, il y a autre chose qu'on nous a appris à l'école. Mon directeur d'études serait très ravi que je cite ça. C'est la MRT, la méthode de raisonnement tactique. Donc, en fonction de la situation, là, on est sur le terrain. Il y a des surveillances filatures à faire. En fonction de ce qu'on nous a dit sur la personne qu'on va devoir surveiller et éventuellement suivre, en fonction de l'endroit où elle habite, de l'endroit où elle travaille, eh bien, on va réfléchir au dispositif à mettre en place. Donc, combien d'agents ? Où est-ce qu'on les positionne ? Est-ce qu'il faut une voiture ? Est-ce qu'il faut une moto ? Est-ce qu'il faut un vélo, une trottinette ? Enfin, il y a tout ça. Donc, toute la préparation d'une enquête, c'est extrêmement cadré, extrêmement logique, extrêmement rationnel. D'accord ? Phase de recherche. Alors là, c'est tout ce qu'on peut faire comme type de recherche. Ouais. Donc là, c'est très différent selon les missions. Après, on vient dans l'analyse de toutes les informations. Dans une enquête, on récolte plein d'infos de toute nature. Et on est souvent un peu perdu dans les informations. Donc là, pensée critique, de nouveau. Qu'est-ce que j'ai comme information ? Est-ce qu'il y a des contradictions ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas ? Et puis surtout, j'ai des informations partout. Il faut que je trouve un moyen de les rendre lisibles, de comprendre. Donc faire des schémas, faire des tableaux, faire des. Dans les films de policiers, on voit souvent le fameux tableau qui est le fameux paperboard avec des flèches dans tous les sens. Mais c'est vrai, ça nous aide rendre les choses visibles et analyser critiquement toutes les informations qu'on a pu avoir. Est-ce que dans les différents témoignages que j'ai eus, est-ce qu'une personne se contredit elle-même ? Est-ce que les pièces qu'on produit vont dans le sens du témoignage ? Qui parle en fait ? Quels sont les liens entre les personnes ? Donc tout ça, c'est la phase d'analyse et qui est complètement de la pensée critique. Ensuite, on tire des conclusions. On tire des conclusions des faits et uniquement des faits. Et parfois, on a des preuves irréfutables et parfois, on a juste un faisceau d'indices. Et il faut être honnête là-dessus. Donc, on fait nos conclusions et puis ensuite, on rédige un rapport. Alors ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais le rapport du détective, en attendant, c'est le rapport qui fait foi, qui est éventuellement, on peut le produire en justice, donc sous certaines conditions, bien sûr, notamment en termes de rédaction. Donc, le rapport, c'est vraiment le résultat de tout le travail qu'on a fait précédemment. Et ce rapport-là, il faut raconter une histoire. Alors, c'est pas raconter une histoire dans le sens inventer une histoire. C'est simplement reprendre toutes les informations, en tout cas celles qui sont pertinentes, les mettre dans le bon ordre, établir les liens,
la chronologie des événements et raconter une histoire qui se tient à notre client, à notre mandant, pour que lui puisse prendre une décision et pour qu'un juge, si le rapport va en justice, puisse se faire une idée de ce qui s'est réellement passé. Et ensuite, après le rapport, je parlais d'autorégulation. Alors l'autorégulation, on essaie de la faire tout le temps pour vérifier qu'on ne se laisse pas embarquer par ces biais, notamment. Mais il y a la relecture. Moi, j'écris mon rapport, je le relis 10 fois, 15 fois, 20 fois s'il le faut, pour me l'approprier, bien sûr, même si c'est moi qui l'ai fait. Et ce n'est pas juste pour vérifier les fautes d'orthographe et de grammaire, il y en a toujours, mais c'est surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de parti pris dans mon rapport. Moi, ce que je fais, c'est des investigations de manière totalement neutre et indépendante. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il est tout à fait possible que lorsqu'un client me mandate, alors lui, il a des soupçons, il a une idée de ce qu'on doit chercher, mais parfois, il se trouve que il se trompe. Alors, parfois, il est de mauvaise foi, mais parfois, il est complètement de bonne foi, il se trompe, et nos conclusions vont aller pas du tout dans le sens de ce qui est escompté. Donc la neutralité, je n'ai pas assez insisté dessus tout à l'heure, la neutralité et l'indépendance du détective, c'est important. D'où cette importance de la pensée critique. Donc, je relis 15 fois mon rapport s'il le faut. Et ce que je fais aussi, donc je vérifie, est-ce qu'il n'y a pas des informations que je n'ai pas suffisamment prises en compte ? Est-ce qu'il y a des témoignages ? Et on le sait, on est humain. Parfois, il y a des personnes, leur tête te revient plus ou moins. Et le biais, c'est qu'on va accorder plus d'importance à quelqu'un qui nous paraît sympathique. Dans tout ça, il faut faire très, très attention. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas de parti pris dans mon rapport. Et je le fais même relire, parfois à quelqu'un d'autre, après l'avoir anonymisé, bien sûr, puisque c'est un rapport qui est totalement anonyme. Voilà les différentes étapes. Et donc, la pensée critique, elle est partout. Sauf peut-être sur la partie purement terrain. Et tu évoques les biais cognitifs. Lesquels sont ceux que tu rencontres le plus et comment toi tu arrives à les surmonter pour garder cette neutralité que tu mets vraiment en avant, parce que c'est humain, tout le monde en a. Il y en a. C'est des automatismes, c'est des raccourcis qu'on fait qui nous aident à aller plus vite, à traiter l'information plus vite, mais qui ont un effet pervers parfois, parce qu'effectivement on peut se laisser entraîner par nos biais, et dans la fonction de détective où on est quand même là pour rester neutre, indépendant et mettre la lumière sur une réalité, c'est extrêmement important qu'on ne se laisse pas emporter par nos biais. Par exemple, le fameux biais de confirmation, où on a une idée toute faite, on a des biais, et on se dit, si je pense à l'exemple de l'adultère, c'est typiquement partir avec l'idée que tous les hommes trompent leurs femmes. D'accord, ça typiquement. Et donc on va penser, quand on fait une enquête, forcément, s'il y a suspicion, c'est forcément vrai. Non. Donc il y en a plein. Si je devais en citer que 3, je dirais le biais de confirmation, le biais d'ancrage et le biais de disponibilité. Et puis il y en a d'autres. Mais ceux-là, alors le biais de confirmation, c'est quoi ? C'est on a parfois, on est humain, encore une fois, et puis on a une hypothèse de départ où on est persuadé de quelque chose. Et si c'est le cas, on va, toutes les informations qui vont venir, on va les analyser, et puis celles qui vont dans notre sens, on va leur accorder plus d'importance qu'aux autres. Ce qui peut nous amener à avoir des conclusions complètement erronées. D'accord ? Donc ce biais-là, c'est certainement le plus courant, le biais de confirmation. Le biais d'ancrage, il est assez similaire, mais il est un peu différent dans le sens où là, ce n'est pas une idée préconçue qu'on a, mais on se base de manière exagérée sur une information initiale qu'on a lors d'une enquête. Donc, je ne sais pas, par exemple, si on fait des auditions de témoins, une personne, dès le départ, nous paraît très nerveuse. Donc, on se dit, l'impression initiale, c'est cette personne a quelque chose à cacher parce qu'elle est nerveuse, ce qui peut être totalement faux. Mais ça va teinter, tout notre raisonnement derrière. Donc, là encore, il faut faire très attention à ce biais-là. Le biais de disponibilité, c'est parce qu'on a, par exemple,
travaillé beaucoup sur des cas de fraude, par exemple, de fraude avérée. Ou récemment, on a travaillé sur un cas de fraude avérée. Et puis, il y a une nouvelle affaire qui arrive. Et on va avoir tendance à penser que, oui, il va y avoir une fraude avérée, là encore. Donc, c'est toujours donner trop d'importance à un élément dans l'enquête, alors qu'il ne faut pas, justement. Donc, ces 3 biais sont importants. Bon, il y en a d'autres. Il y a le biais de corrélation. On voit des liens partout, alors qu'il n'y en a pas forcément. Ou d'intentionnalité. On prête des intentions malhonnêtes à quelqu'un qui n'en a pas forcément. Je dirais ça, c'est l'essentiel. Alors, comment s'en prémunir ? C'est compliqué, mais déjà, en être un peu conscient, c'est bien. On discute pas mal quand même. Alors, c'est un métier, on est plutôt seul, détective, pas toujours sur le terrain, mais on est quand même plutôt seul. On discute pas mal entre collègues, sans nommer nos clients. On va dire, tiens, je suis sur tel cas, tu ferais quoi, etc. Et en fait, rien que le fait d'en discuter, on se rend bien compte qu'on a des biais parfois. Donc ça nous aide. Et puis, toujours revenir sur les informations. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose ? Est-ce que là, parce que cette personne, sa tête me revenait pas trop, j'ai négligé son témoignage. Donc, c'est constamment remettre en question ces hypothèses. C'est vraiment ça. Oui, complètement. Et comment, dans un contexte professionnel, on peut reconnaître quelqu'un qui a une pensée critique bien développée ? Alors, je dirais déjà, c'est quelqu'un qui pose pas mal de questions. Parce que le questionnement, ça montre déjà qu'on n'a pas d'idée toute faite sur une situation donnée. En tout cas, sur une nouvelle situation. Donc, elle va poser des questions, elle va remettre en question des évidences, en général, quitte à embêter un peu. Elle sait faire preuve d'empathie. Je pense qu'elle peut se mettre à la place des gens, et on essaye de le faire. On essaie d'être dans une approche, certes, rationnelle, mais on est des humains. On essaye aussi de comprendre le fonctionnement des gens. Et puis, elle va élaborer des hypothèses. Ça se voit, une personne qui est en train de réfléchir, qui propose des choses, qui dit « et si, et si, et si », mais juste en laissant la conclusion en suspens, en fait. Ouais, donc voilà, je dirais la remise en question, de l'ouverture, finalement. Oui, l'ouverture, la remise en question, oui. Voilà, pas rester rigide sur des idées préconçues, etc. Et alors, en dehors du travail, si on parle vraiment de la vie quotidienne, comment cette pensée critique peut être vraiment un atout ? Je pense, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, avoir une pensée critique au quotidien, ça permet de prendre des décisions informées, de ne pas se précipiter sur une solution. De toujours se dire, est-ce qu'il y a, ou est-ce que j'interprète mal telle situation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hypothèses possibles ? Donc, je pense que c'est important au quotidien pour tout le monde. Oui, complètement. Alors, quelle stratégie recommandes-tu à nos auditeurs qui aimeraient peut-être développer ou affiner un peu plus cette pensée critique ? Alors, il y a la discipline quotidienne. C'est effectivement pas d'idée toute faite, ne pas se précipiter vers la solution qui paraît la plus évidente. Mais après, il y a des petites astuces. En fait, moi, je m'amuse avec une appli, par exemple. Enfin, il y en a plein, mais il y en a une, elle s'appelle Lumosity, par exemple, qui aide à développer ses capacités de mémorisation, d'observation. Donc ça c'est des choses importantes pour un détective. J'aime bien, dans ma vie personnelle, faire des escape games. Déjà, il y a le côté en équipe, et puis c'est des énigmes. Encore une fois, et puis on travaille avec d'autres. On voit, donc là, c'est intéressant en termes de biais, on voit bien comment d'autres personnes réagissent dans une situation donnée. Et puis, alors moi, j'ai découvert quelque chose de génial en 2024. Enfin, je savais que ça existait, mais je n'avais jamais participé. Il y a ce qu'on appelle des challenges en ligne. Alors, ce n'est pas réservé aux détectives, mais il y a beaucoup de détectives qui en font. Ça s'appelle des CTF, Capture the Flag. Et en fait, ce sont des enquêtes qu'on mène en ligne et par équipe. Ah oui. Et je peux vous dire que c'est extrêmement développant pour un détective. Je trouve, moi, j'ai adoré cette expérience parce que ça nous met face à nos biais, justement. On travaille avec d'autres personnes et on voit bien les différences de raisonnement. Ça développe nos techniques de recherche. Notre détermination, parce que c'est très décourageant parfois de passer des heures, des journées sur une question qu'on n'arrive pas à résoudre et on a envie de laisser tomber. Et c'est difficile de repartir à zéro quand on se rend compte
qu'on est sur une mauvaise piste. Et ça, c'est la vraie vie. Hein. Donc, et dans ces jeux-là, en ligne, on développe tout ça. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Tout à fait. Et accessible à tous. Accessible à tous. Alors, il y en a qui sont plus ou moins techniques. Hein. Donc, parfois, il faut un minimum de techniques de recherche, mais pas forcément. D'accord. Oui, tu as des niveaux pour pouvoir choisir. Tout à fait. Ok, très bien. Oui, tous les jeux de team building, notamment en entreprise, qu'on peut retrouver, dont les escape games, qui sont quand même assez connus, des murder parties. On avait eu l'occasion aussi d'expérimenter chez Central Test. Merci beaucoup, Chantal. On arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin à nos auditeurs ? Alors, moi, j'ai envie de citer quelqu'un. J'ai envie de citer Charles Dickens qui dit « Ne jugez jamais rien sur l'apparence, ne jugez que sur des preuves ». Et ça me parle parce que ça correspond complètement à mon métier, à ce que je fais au quotidien. Donc, j'aime beaucoup cette citation. Ouais, et j'ai envie de partir avec ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ton partage, cette conversation très passionnante et ta perspective aussi unique sur la pensée critique et tous les domaines, tous les contextes professionnels et personnels qu'on a abordés ensemble. Merci à tous d'avoir suivi ce dialogue. J'espère que ça vous aura incité aussi à explorer votre pensée critique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast pour ne manquer aucun épisode et je vous dis à très bientôt.